Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Les analyses de personnalité, ça fonctionne comment? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Malik Benguerine, expert en test de personnalité, psychologue clinicien aux éditions Au Greffe. Salut Malik. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Alors peut-être juste rapidement, donc moi je travaille aux éditions Au Greffe, une maison d'édition spécialisée en psychologie, on travaille avec des professionnels de santé et des ressources humaines. Et du coup, moi, je me présente aussi, Aurélien, cofondateur de TeamBuilder, un logiciel de management RH. Sans transition, avant de parler des analyses de personnalité, on va rappeler ce que c'est une personnalité. Et tu avais une définition très particulière, c'est l'architecture du vécu, n'est-ce pas, Malik? Oui, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre de lire et de voir le monde d'une certaine manière, de manière singulière et subjective. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous guidés par les mêmes grandes dimensions qu'on va peut-être découvrir ensemble tout à l'heure. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans une population, eh bien, finalement, on se situe pas tous au même niveau, on regarde pas les choses tous de la même manière. Et ce qu'on peut noter, et c'est vraiment le principe de moi, le domaine dans lequel je suis, la psychométrie, c'est que les gens se répartissent selon la courbe que vous voyez là, c'est-à-dire beaucoup de gens au milieu qui constituent une norme et des gens un petit peu atypiques. Donc, on va voir ce que ça donne si on projette ça dans le monde du travail en termes d'atouts, de vulnérabilité autour de ces notions de personnalité. Ok. Du coup, le plan d'aujourd'hui, il est très simple. Malik va nous parler du Big Five, donc le modèle des Big Five, le test de personnalité, comment ça marche, qu'est-ce que ça mesure, quelles sont les applications et d'où ça vient. Moi, je vous parlerai ensuite de la théorie du MBTI et on ouvrira avec les applications de ces tests et les analyses de personnalité dans le monde du travail. Ça roule pour toi, Malik, du coup? C'est parfait. Alors, Ok. je vais présenter Du mon coup, écran. moi, je te laisse la main. Je vais arrêter le partage de mon écran et puis je te laisse Okay. présenter du coup. Ok. Dis-moi juste si on voit bien On voit mon parfait, PowerPoint affiché. parfait, Ok, je parfait. vais masquer et c'est parfait. Ok, donc en tout cas, bienvenue à tous. Mon idée aujourd'hui, c'est sur un temps relativement court, 20-30 minutes, de pouvoir donner une vue d'ensemble et également peut-être des aspects plus précis si l'on projette ce qui est la psychologie de la personnalité, qui est un champ dans la psychologie autour des enjeux RH, donc des enjeux de développement, de réussite. Donc, je vais essayer de le proposer à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau du groupe de travail, au niveau de la vie des entreprises. Donc, je l'ai évoqué, moi je suis Malik Benguerine, je suis psychologue clinicien de formation et je travaille au sein d'une maison d'édition, alors un peu particulière, on publie des revues scientifiques et des outils d'évaluation. La spécificité des éditions Greffe, notre maison d'édition, c'est qu'en fait, on a une approche qui est ce qu'on appelle fondée sur des preuves, evidence-based. C'est-à-dire qu'on nous fournit des outils que lorsqu'ils atteignent un certain, on va dire, niveau, qu'ils passent la barre de qualification de la validité scientifique. Donc, c'est pour ça que notre cœur, entre guillemets, de cible, nos clients sont plutôt des psychiatres, des psychologues du travail dans le monde RH, mais également, on forme des professionnels RH plus largement à l'utilisation de certains outils. Donc, je vais essayer de rester dans le domaine RH pendant ma présentation. Et mon idée, donc, c'est à l'intérieur du domaine RH de faire un focus sur la personnalité. Alors, il y a cette phrase assez connue, on engage un candidat pour ses compétences, on le vire pour sa personnalité. Et si on renverse un peu le point de vue, des fois, on rejoint une entreprise, mais on quitte un manager. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une importance qui est cruciale sur le moyen et long terme pour tout ce qui est en jeu, pour tout ce qui relève des soft skills, de la personnalité, mais c'est pas forcément quelque chose qui est présent dans le recrutement, ou en tout cas qui tend à l'être, mais qui ne l'est pas. Donc, première chose, c'est comme pour beaucoup de notions en psychologie, nous à la fois, on est, on va dire, un secteur, la psycho, c'est intéressant parce que c'est repris par le grand public. Il y a plein de notions qui deviennent mainstream, le stress, je sais pas, on peut parler par exemple des pervers narcissiques, des choses comme ça, mais en fait, on se retrouve avec beaucoup d'idées reçues et puis des notions qui sont faussement intuitives. Comme on en fait l'expérience tous les jours, on s'en fait une idée. Et quand on va chercher un peu scientifiquement ce qui est intéressant, eh bien, on se rend compte qu'il faut un peu déconstruire ces représentations. L'autre petit, on
on va dire, disclaimer que je voulais faire, c'est il faut pas confondre la personnalité normale. Donc, je vais vous parler d'un modèle qui est celui des Big Five, des troubles de la personnalité, là, qui est plutôt dans le champ psychiatrique. Et donc, c'est un faux ami. Les personnalités obsessionnelles, les personnalités, etc. On est sur une autre registre, une autre nomenclature, voilà, c'est tout un autre paradigme. Donc, là, on va parler de la personnalité normale, celle qui concerne tout le monde et non certains diagnostics. Donc, la première chose à savoir, c'est que la personnalité est quelque chose de très stable. Donc, ça dépend des dimensions, mais à partir de 20-25 ans, ça se cristallise et on a une très forte stabilité durant toute notre vie. Et pour recoller avec ces deux premières citations sur on vire quelqu'un pour sa personnalité, en fait, on peut faire évoluer les compétences de quelqu'un, il suffit de le former avec l'expérience, etc. Mais vouloir changer sa personnalité, c'est une entreprise qui est vaine. C'est même pas forcément éthique. Donc l'idée, c'est de reprendre ce critère en amont et de placer les bonnes personnes dans les bons contextes. Parce que si une tâche ou un contexte humain nous positionne structurellement, du point de vue de notre personnalité profonde, en effort, et en fait, on ne pourra pas lutter contre soi très longtemps. On va peut-être développer des skills, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne ne pourra pas donner son plein potentiel et voire même, on la met un peu en vulnérabilité. Donc, le primat de la personnalité et des soft skills sur la réussite et l'épanouissement à moyen terme. Je reviendrai à la fin sur une autre notion autour des habiletés cognitives, du QI, etc. Parce que malgré tout, la complexité d'un travail nécessite de mettre en face des ressources cognitives. Mais je l'évoquais, la personnalité, souvent sous le radar des recruteurs, à cause du côté artificiel de la situation de recrutement. Donc souvent, il y a un petit vernis dans la relation, pas que dans la relation professionnelle, dans toutes les relations, la relation amoureuse, etc. Et c'est un petit peu lorsque le vernis craque et qu'on se rencontre la personne réellement, mais c'est un petit peu trop tard dans les situations professionnelles. Donc, les outils scientifiques qu'on propose permettent d'avoir un regard fiable et objectif sur la personnalité. Et puis, personnalité qui est difficile. Oui. Tu disais, la personnalité se cristallise du coup Oui. à l'âge adulte, c'est-à-dire Ouais. que ça c'est scientifique. On a on va dire une personnalité figée du coup. Alors, on a une personnalité figée. Ce qu'il faut voir, c'est que la personnalité n'est pas une case précise dans laquelle on se situe. On a des tendances qui se dégagent et ces tendances sont stables dans le temps après 25 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que ça change pas. Ça veut dire que pour la plupart des gens, ça ne change pas. Certains aspects s'érodent un petit peu, mais il y a si on prend en compte les études, par exemple, une prise de médicaments, une thérapie, font changer 2 des 5 dimensions. Il y a 5 grandes dimensions dans la personnalité. Donc, c'est ce qu'on évoquait un petit peu. Parce que c'est quelque chose de très stable, c'est intéressant de mesurer des changements par rapport à ça. Mais en tout cas, globalement, statistiquement, à l'échelle de l'espèce humaine, la personnalité est une donnée stable qui se cristallise. Alors, pour l'extraversion, c'est plutôt dans la préado. Pour le caractère consciencieux, qui est plutôt lié aussi au cortex frontal, qui a une maturité très tardive chez l'humain, autour de 25 ans, etc. C'est plutôt à cet âge-là. Mais globalement, on est sur une donne assez stable. Et ça ne veut pas dire que les gens sont… En fait, c'est qu'il t'est arrivé quelque chose de traumatisant dans ta vie, quoi. Alors, ou alors, par exemple, tu vois, tu peux prendre conscience de ton fonctionnement et avoir un peu plus d'épaisseur réflexive face à ton propre comportement et puis trouver des ajustements. Ou tu peux trouver des outils externes. Par exemple, il y a une dimension qui est le caractère consciencieux, qui est le fait de pouvoir se donner des buts, de les tenir, etc. Eh bien, on peut apprendre, même si ça ne viendra pas de l'intérieur, le contrôle n'est pas interne, mais on peut mettre en place autour de soi des process pour être plus performant sur cette dimension-là, quand bien même notre pente naturelle n'est pas celle-ci. Donc, je dirais que ça dépend beaucoup de la connaissance qu'on a de son propre fonctionnement. Et je dirais que comme ça me permet d'introduire ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir des choses qui sont liées au matching entre la personnalité, le poste, environnement humain, tâches, etc. Ouais. Je dirais que quand c'est discordant, ce qui est vraiment important en entretien, c'est que la personne est au courant que ça ne correspond pas à sa pente naturelle. Ça peut être un challenge pour elle, et on va revenir sur l'extraversion, quelqu'un qui est très faible en extraversion, qui n'aime pas trop les sollicitations sociales, etc. Plutôt introverti. Voilà, alors on dit plutôt qu'il est faible en extraversion, même si on pourrait globalement parler d'introversion, mais c'est techniquement pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si lui est au courant de ça. Il peut dire, ouais, moi c'est un challenge, je fais de la méditation parce que mon but c'est de développer mes social skills, etc. Et je sais qu'il faut qu'au bout d'un moment, je récupère, etc. Si la personne l'a pensé
et la mise en place au regard de sa personnalité, eh bien, ça peut être tout à fait fonctionnel. Mais si la personne ne se rend pas compte qu'elle fonctionne avec un besoin d'être seule, etc., et qu'on la plonge dans un environnement et que son seuil de stimulation sociale est atteint très rapidement, on va vers le burn-out, en tout cas vers le stress dépassé. Ouais, bien sûr. Donc, je dirais que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi bardé de biais cognitifs. C'est des petits raccourcis qui nous permettent de comprendre le monde de manière plus simple, mais qui nous amènent à se forger des avis biaisés sur les situations, les gens, etc. Et l'idée d'introduire des outils scientifiques, eh bien, ça permet un peu de débunker tous nos biais cognitifs qu'on a, par défaut, on va dire. On peut se faire des idées Donc, sur une personnalité. Un recruteur peut se faire des idées sur une personnalité, mais les outils sont là pour pouvoir corriger, quoi. Exactement. Et si tu veux, les biais cognitifs, ils vont être liés à des stéréotypes, ils vont être des fois liés à des effets dans un entretien. Il y a l'effet de primauté et l'effet de récence. Les premières secondes et les dernières secondes vont être, surdimensionnées dans la constitution du souvenir qu'on se fait de la personne. Et donc, ce biais-là, de biais de récence, effet de primauté, effet de récence, fait que, eh bien, peut-être les 90% de l'échange qui sont au centre ne pèsent que pour 15% dans l'avis que vous faites sur une personne. La première impression et les derniers mots de l'échange. Ouais. Exactement. Et donc, c'est un des biais. Il y en a des dizaines et des dizaines. On va attribuer peut-être plus de compétences à un homme qu'à une femme, des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Et le fait d'avoir une mesure de personnalité fiable, standardisée, permet justement de réinterroger en parallèle, de penser contre soi, je dirais. C'est ça qui est intéressant, avec ces outils-là. Ok. Alors, c'est quoi du coup la stabilité, la plasticité? Alors, la stabilité et la plasticité, ce qui est intéressant, c'est que je disais qu'il y a 5 grands traits de personnalité, mais on peut les définir, donc on parle de Big Five, mais on peut même les définir en Big Two. En fait, de manière profonde, nous sommes toujours dans cette tenaille entre des choses qui nous poussent vers le changement, la reproduction, etc. Et de notre côté, la stabilité, la conservation, la préservation de nous-mêmes. Et les 5 traits, en fait, peuvent se mettre sous ce grand Big Two, stabilité, plasticité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est encodé au plus profond de notre être. Donc, dans le pôle de stabilité, on retrouve 3 dimensions. La stabilité émotionnelle, nous on appelle ça le névrosisme, c'est la tendance à vivre des affects désagréables. On a l'agréabilité, tendance à la coopération ou au contraire l'hostilité, l'agression. Et le caractère consciencieux, je l'évoquais, se donner des buts, les poursuivre de manière ordonnée, etc. Et de notre côté, le pôle de plasticité, on a 2 grandes dimensions, l'extraversion. Donc l'extraversion, c'est à la fois le seuil de stimulation sociale, mais c'est aussi les émotions positives. Et c'est ça qui est intéressant, je reviendrai sur l'approche des Big Five, c'est qu'en fait, les émotions négatives sont rangées autre part dans notre fonctionnement que les émotions positives. Ce sont 2 choses distinctes. Et quelqu'un qui a tendance à vivre des émotions négatives n'est pas forcément quelqu'un qui va vivre peu d'émotions positives. Donc, ce sont 2 choses différentes. Et les émotions positives, en fait, sont liées dans notre fonctionnement. Ce sont des récompenses pour les simulations sociales, rencontrer des gens, ouvrir des échanges, etc. Et puis l'ouverture. Oui. L'extraversion assez faible. Pardon, excuse-moi, je te coupe. J'essaie d'ouvrir un petit peu le truc. Une personne qui a un score d'extraversion assez faible, du coup, comment il se nourrit? Parce que tu as l'air de dire qu'il y a des systèmes de récompense, du coup, au niveau du cerveau. Alors, j'imagine que c'est avec des molécules type dopamine ou ce genre de choses, non? Ouais, tout à fait. Alors, je dirais que quelqu'un qui va être de l'autre côté très faible sur la dimension d'extraversion, lui, il va trouver des récompenses, même neurochimiques, dans le fait d'être seul, et il va être en inconfort quand il va être entouré de beaucoup de monde. En fait, c'est juste le miroir d'une personne qu'on dit extravertie, qui va être extrêmement mal quand elle se retrouvera toute seule et qui va être comme un poisson dans l'eau quand elle va être entourée de monde. Donc, le fait d'être, je ne sais pas, on pourrait imaginer que, par exemple, les bénéfices qu'on constate, même avec de l'imagerie ou de manière neurochimique quand quelqu'un médite, pourraient correspondre à ce que va chercher quelqu'un qui va être très très faible sur la dimension d'extraversion. D'accord, ouais. Se retrouver tout seul sur un désert avec une ligne d'horizon. Exactement. C'est-à-dire que je passerai ces slides après, mais pour un extraverti, le monde est une opportunité pour créer des relations sociales.
pour quelqu'un qui est très faible en extraversion, le monde est un champ d'opportunités pour trouver de la sérénité et de l'harmonie, en fait. Donc, c'est vraiment des appétences fortes qu'on retrouve. Alors, sur l'ouverture, la créativité, la pensée divergente, on se retrouve aussi avec l'appétence vers le changement, la nouveauté versus le nouveau, plutôt quelque chose de l'ordre d'une approche un peu conservatrice, des gens qui vont en vacances toujours au même endroit, des choses comme ça qui vont être très faibles en ouverture. Je veux juste évoquer le névrosisme rapidement, parce que c'est peut-être quelque chose qui est plus intéressant dans le monde clinique et moins dans le monde RH. Donc, tendance à évoquer fréquemment et intensément des émotions négatives, honte, peur, anxiété, tristesse. C'est l'inverse de ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. On pourrait renverser cette dimension et l'appeler stabilité émotionnelle. C'est quelque chose qui est très fonctionnel. Si c'est une donnée centrale dans notre fonctionnement, c'est qu'elle a une fonction. Et en fait, c'est parce que c'est un système d'alarme interne qui sont guidés par nos émotions désagréables pour nous signaler des dangers. Donc, c'est un élément essentiel pour la conservation et ça permet de pouvoir repérer des dangers ou des risques. Et quand on pourrait comme ça avoir l'idée que les gens qui sont plus sujets à vivre des émotions de honte, de peur, etc., ben, sont moins fonctionnels en vrai. Eh bien non, les gens qui ont, je vous mets ici les problématiques cliniques qu'on retrouve chez les personnes qui sont très très faibles en névrosisme, eh bien ils ont un manque d'inquiétude appropriée à propos de problèmes potentiels concernant leur santé, l'adaptation sociale, ils ont du mal, ils ont un émoussement affectif, ils fonctionnent en verrou émotionnel et même ils peuvent avoir finalement ne pas pouvoir mettre en place des sentiments de colère, d'hostilité, quand bien même ce serait intéressant pour se préserver. Donc le fait… à ce niveau-là, excuse-moi, je t'interromps, mais je trouve ça hyper intéressant parce que je peux peut-être rapprocher un truc que j'ai vu récemment et tu me diras comme ça exactement si c'est vrai ou pas. Est-ce que le névrosisme, on peut aussi le lier un petit peu au niveau de stress qu'une personne peut ressentir, d'activation, on va dire, de son cerveau en réponse à un danger. Là, tu parlais de danger tout à l'heure. Et du coup, quelqu'un m'a dit que le stress, naturellement, on va dire, chez l'animal humain, c'était une réaction à son environnement en cas de danger pour pouvoir prendre la fuite. C'est exactement une réaction à la perception qu'il a de son environnement, mais c'est exactement ça. Du coup, c'est une activation. Et le stress, c'était quelque chose de bon pour ta survie, en fait, à l'époque. Exactement. Et puis même dans la vie de tous les jours, aujourd'hui. Et c'est aussi bien des dangers sur nous que sur les autres. Et quand on est, par exemple, avec un enfant, un nourrisson, c'est intéressant d'avoir un névrosisme parce qu'on a les radars qui sont aiguisés pour le protéger lui aussi. Et c'est d'ailleurs une des dimensions sur lesquelles il y a une différence significative homme-femme, avec des femmes qui ont tendance à être plus élevées en névrosisme. Et donc, ça permet aussi d'avoir des indicateurs quand on ne va pas bien et quand l'autre ne va pas bien en face. Ça permet aussi de ne pas aller complètement dans le mur quand quelque chose part de travers. Mais en revanche… Sur ça, j'ai une question Comment de Motabani. Le névrosisme n'est-il pas évalué à un instant T ? Point d'interrogation. Non, c'est ça qui est intéressant avec le modèle des Big Five, c'est que sa raison d'être, ces dimensions-là ont émergé parce qu'elles étaient consistantes entre elles et stables dans le temps chez un humain. En revanche, comme je le disais, c'est une des deux dimensions qui, quand quelqu'un est en rupture de parcours, quand quelqu'un prend des médicaments, quand quelqu'un suit une thérapie, eh bien, c'est quelque chose qui va bouger. Donc, c'est sûr que en fait, quand nous, par exemple, on propose des mesures de stress professionnel, et il y a plusieurs dimensions, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être détailler un autre jour, et c'est des mesures qui sont extrêmement volatiles parce qu'on prend une photographie à l'instant T d'où en est la personne, comment elle perçoit les stresseurs, comment elle perçoit ses propres ressources, quels sont ses niveaux de tension, etc. Sur la personnalité, on est vraiment sur une donnée extrêmement stable et justement, les gens construisent leur vie en fonction des murs qu'ils prennent, des ressources qu'ils trouvent, etc., pour ajuster cette sensibilité aux émotions désagréables à leur environnement. Donc, c'est plutôt quelque chose de stable, même si on peut imaginer que de manière atypique, certains peuvent bouger sur cette dimension-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas poser un regard moral où il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne personnalité. L'idée, c'est comme un jeu de cartes qu'on reçoit et avec lesquels il faut jouer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trait qui est fort ou faible, élevé ou bas ? Eh bien, en psychologie, on retrouve souvent quand on mesure quelque chose, et même dans la nature en général, ce qu'on appelle une distribution normale, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les gens se répartissent très concentrés autour de la moyenne et avec peu de gens aux extrêmes. C'est pareil pour le QI.
Et donc, quand on donne, nous, un score à un de nos tests, en fait, on donne l'écart à cette moyenne. Alors, il y a diverses unités. Comme quand on donne un score de QI, on fixe la moyenne à 100, c'est vraiment une convention, et chaque écart type vaut 15. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui a 130 de QI, c'est simplement qu'il est dans les 2,14% les plus élevés de la population de référence. Alors, sur la personnalité, c'est une autre convention, c'est des notes qui sont en moyenne 50, écart type 10, mais quoi qu'il arrive, on parle toujours de cet écart à la moyenne où on se situe face à une population de référence. Et c'est ce score-là qui est important en psychométrie. Donc, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que les traits de personnalité sur ce modèle Big Five sont entendus comme des continuums. Et quand on se retrouve avec des gens qui se situent plutôt autour de la moyenne, que ce soit d'un côté ou d'un autre, peu importe, c'est des gens qui, en fait, ont plutôt une flexibilité sur cette dimension. Comment ? Très mignon, ce petit chat. C'est la vision du continuum? Exactement, c'était ma vision. En fait, c'était l'occasion de mettre un petit chaton. Ok. Donc, des gens qui se situent plutôt dans la norme, en fait, c'est des gens qui vont pouvoir avoir une flexibilité sur ces enjeux-là. Et les gens qui se situent aux extrêmes, c'est des gens qui vont être bien plus à l'aise que toute la population dans un certain contexte extrême, mais qui vont percevoir une situation comme assez éprouvante, alors qu'elle est perçue comme tout à fait neutre par une grande partie de la population. Donc, c'est ces zones d'effort et de confort que viennent préciser les scores de personnalité. Et donc, il y a cette convention-là qui est, quand on est à plus ou moins un écart type, c'est en gros les 70% de la population qui sont autour de la moyenne, c'est ce qu'on appelle la norme. Et au-delà d'un écart type de chaque côté, c'est là où on va se retrouver avec des scores, on dit, élevés, donc avec des zones de vulnérabilité et des zones de confort très spécifiques. Mais encore, la norme, en fait, c'est aussi un biais parce que quand on dit la norme, on dit c'est normal. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a une plus grande partie de la population qui a ce type de personnalité. Et on rappelle encore une fois que toutes les personnalités sont bonnes. Exactement. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que par exemple, je vais prendre un autre truc, mais on travaille beaucoup sur les TSA, sur l'autisme. Et on se rend compte que d'un point de vue de la sensorialité, les gens qui fonctionnent sur le spectre autistique ne sont pas forcément, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas déficients, ils peuvent même être très intelligents, etc. Mais tout le settings concernant la sensorialité, le rapport au sens, est atypique. Il se situe dans les 0,1%. Et le problème, c'est que toute la société est construite autour d'une sorte de norme sensorielle. Et la pollution visuelle, sonore, etc., c'est de la torture, en fait, pour ces personnalités, parce qu'elles sont atypiques. Donc, en soi, effectivement, c'est ni mieux ni moins bien. En revanche, la norme correspond, en gros, au standard de la société. Et l'adaptation de personnalités atypiques, c'est vraiment plus difficile. Mais ce qui est intéressant dans le contexte RH, c'est qu'on peut le renverser en force, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être très atypique sur une tâche, mais une tâche qui elle-même appelle ces spécificités-là, et bien d'un coup, l'épanouissement et l'efficacité de la personne sur son poste va être formidable et sans effort pour elle. Exact. Deuxième, donc c'est vraiment cette idée de matching. Et puis alors deuxième, parce que voilà, il faut un petit peu avancer sur le modèle des Big Five. Deuxième dimension super importante qui est l'agréabilité. Donc l'agréabilité, c'est vraiment un continuum qui va de la coopération à la compétition. Donc ceux qui sont faibles en agréabilité vont plutôt envisager le monde comme une compétition, les autres comme de la coopération. Ça va du sacrifice de soi à la défiance. On parlait de la parentalité. Mais clairement, il va falloir pousser le curseur très haut sur l'agréabilité pour ne moins considérer ses intérêts personnels comme le font ceux qui sont en faible agréabilité et se dévouer à quelqu'un d'autre et en même temps monter ses alarmes, névrosisme pour les situations de danger. Donc, du sacrifice de soi à la défiance, du care à l'agression prédatrice. Donc, c'est une des deux formes d'agression qu'il y a dans l'être humain. Une est plus liée au névrosisme, en fait, à la capacité de se défendre, et l'autre, puisqu'on est une espèce prédatrice, à ce qu'on peut trouver sur l'agréabilité basse. Ce sont ces deux opposés sur ce continuum-là. Bon, la plupart des gens sont au milieu, et puis ils peuvent désactiver, désinhiber un versant pour aller sur l'autre, etc. Donc, l'idée, c'est quelqu'un qui a une très forte agréabilité, va être dans une recherche de relations harmonieuses, va avoir une tendance à la bienveillance, à l'altruisme, il va être tendance à être attentif aussi au point de vue, aux intérêts des autres. Donc, l'idée, c'est on va avoir le fait, on peut avoir aussi des problèmes, c'est-à-dire des gens qui vont être très forts en agréabilité, c'est des gens qui vont être très naïfs, très crédules, qui vont se faire avoir, et à l'inverse, d'autres qui vont vouloir l'emporter quoi qu'il en coûte. Pareil, on va être sur des gens très, très, très forte agréabilité, des gens qui vont être dans l'évitement de conflits,
versus exploiter les autres. Et l'évitement de conflit, c'est pas forcément cool quand on est, par exemple, dans une position de leadership. Parce que finalement, préserver l'harmonie de la relation, pour quelqu'un qui est très haut en agréabilité, va passer avant une tâche ou quelque chose d'important pour l'entreprise qui va être dégradée. Et donc, c'est intéressant aussi là de voir où on se situe dans cette modalité de relation à l'autre qui est sous le sous-texte de l'agréabilité pour aussi bien accorder le poste. C'est ça, toujours ramener au contexte, quoi. Exactement. Alors, nous, c'est intéressant, donc vous disiez le modèle Big Five qui a émergé comme ça d'analyse factorielle, d'analyse, j'y reviendrai dans une seconde. Et nous, ce qu'on propose dans les rapports, on propose des interprétations pour aller sur quelque chose qui est un peu digéré, pour que les gens comprennent bien leur personnalité ou pour que les professionnels puissent bien expliquer aux candidats ou bien intégrer les notions. Et on regarde souvent, quand on croise deux dimensions, on arrive à des styles. Et là, par exemple, on regarde le style de contrôle de la colère, quelqu'un qui est très haut en névrosisme et très bas en agréabilité, eh bien, c'est quelqu'un qui va vite ressentir des émotions négatives comme la colère, et en plus qui va avoir tendance à être dans le conflit avec l'autre, donc profil colérique. Quelqu'un qui va être faible en agréabilité et faible en névrosisme, on appelle ça sang-froid. C'est parce que ils se sentent souvent offensés, ça c'est leur agréabilité faible, qui perçoivent l'autre comme une menace, un compétiteur, etc. Mais ils vont pas répondre, et donc c'est des profils qui vont avoir tendance plutôt à la vengeance, à la rancœur, etc. Voilà, et donc on peut comme ça croiser deux dimensions et avoir des types comme ça, des styles plus précis liés à l'interaction de deux traits. Donc notre personnalité façonne, c'est ce qu'on dit en intro, notre manière d'être au monde. Un trait décrit beaucoup plus qu'un goût, une appétence, ça reflète les filtres perceptifs avec lesquels nous lisons et nous comprenons le monde. Il faut voir que c'est au-delà de l'avis, il ne s'agit pas de quel genre je préfère sur mon compte Netflix, quoi. C'est vraiment une manière une grille d'observation du monde. Donc, les 5 grands traits de la personnalité se dégagent à partir des analyses factorielles. C'est ça qui est intéressant, c'est que alors l'analyse factorielle, c'est qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé tout ce qui, ouais, c'est ça, tout ce qui allait ensemble, tout ce qui était statistiquement consistant à mettre ensemble à partir d'analyses lexicales. Donc ça, c'est un boulot qui a été fait il y a une quarantaine d'années maintenant, 40-35 ans. Et quand on regarde juste de manière froide et statistique, qu'est-ce qui va ensemble et qu'est-ce qui ne va pas ensemble, eh bien, on se rend compte qu'il y a ces 5 dimensions qui émergent. Et quand on cherche à évaluer quelque chose qui est en dehors de ces 5 dimensions, on se rend compte que soit, en fait, on évalue quelque chose qui était déjà présent dans ces 5 dimensions, soit on évalue quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la personnalité, une capacité cognitive, attentionnelle ou autre. Donc, le modèle de personnalité des Big Five, ce qui est intéressant, c'est qu'il a émergé des données. C'est une approche empirique, le point evidence-based des Big Five. C'est pour ça que c'est le test le plus communément admis dans la communauté scientifique. C'est que c'est quelque chose qui émane des données. C'est des observations et du coup, vous allez remonter sur des datasets, quoi. Exactement. Et donc, c'est intéressant. Et c'est maintenant, ce domaine-là, on se dit, il y a ce truc qui émerge de manière évidente, c'est solide, c'est confirmé, etc. Et donc, on interroge plein d'aspects, alors en psychiatrie, dans les ressources humaines, etc. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'il y a une discipline, en fait, qui, on pourrait dire, est des neurosciences autour de la personnalité et qui ont permis de mettre à jour des circuits de récompense, des activations, des inhibitions, des systèmes, on va dire, qui sont liés à ces 5 grands traits. Et ce qui est intéressant, c'est ces découvertes sont faites en parallèle, mais à la base n'ont pas été cherchées l'un par rapport à l'autre. Et on se retrouve qu'on retrouve bien ces structures bien différenciées autour de ces 5 grands pôles qui guident notre rapport au monde, aux autres, aux idées, etc. Donc, une question Leslie Didio. Ok, bonjour Leslie. Qui demande en fait une personne atypique. Alors, quand tu fais une analyse des Big Five et que tu t'écartes de la norme, une personne atypique a-t-elle autant de chances que les autres de réussir les tests proposés lors du recrutement? Ne sont-ils pas mis de côté car mal jugés? Alors, c'est super intéressant que vous posiez cette question parce que ça permet de remettre un petit peu l'enjeu. C'est-à-dire qu'un test de personnalité, on va avoir un profil avec des choses dans la norme, des choses atypiques, etc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Mais ça n'est positif ou négatif qu'au regard de la congruence, c'est-à-dire du matching entre un contexte professionnel, nature de tâche, contexte d'équipe, enjeu pour la boîte, etc. Et le profil en lui-même. Le profil en lui-même n'est pas bon ou moins bon. Moi, par exemple, je sais pas, je vais recruter un
un développeur, quelqu'un qui va faire de la programmation, qui a besoin de rester concentré sur sa tâche toute la 5 heures, 7 heures par jour. Ce serait cruel. Voilà, exact. Donc voilà, problème complexe, etc. Ce serait cruel de mettre quelqu'un d'extraverti, qui a une incapacité à être qui est atypique du côté de l'extraversion très forte, qui a une incapacité à être seul, etc. Je mets en place structurellement une torture pour lui. Mais en revanche, quand je vais aller chercher un commercial, je vais pas me mettre dans une situation où je vais pousser quelqu'un à créer du lien et du networking, alors que sa pente naturelle, c'est d'être plutôt tranquille et d'être isolé dans sa bulle pour travailler. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant dès l'orientation, et c'est quelque chose qui est intéressant pour pas se retrouver dans des situations de fonctionnement caduque d'un groupe de travail, parce qu'on a assigné des tâches et des contextes à des gens qui sont structurellement en conflit avec ça. Donc, vraiment, c'est cette histoire de matching et de congruence. Et je vais finir ma présentation tout à l'heure par des profils. Je vais parler des profils d'avocats, des profils d'entrepreneurs, les profils des managers, etc. Et on va voir un petit peu les différents patterns en termes de personnalité et comment ça rejaillit même dans la culture de l'entreprise. Ce que disait Leslie, je pense aussi, c'est aussi une personne atypique, c'est-à-dire on sait qu'une typologie de manager, c'est un peu comme ça. Enfin, tu me corriges, Leslie, si je me trompe, hein, mais c'est un manager a plutôt ce type de profil, un entrepreneur a plutôt ce type de profil, ok, oui. Et je vais rechercher un développeur, il a plutôt ce type de profil. En revanche, toi, tu sais qu'il y a des trucs qui sont trigger gâchettes, en anglais, pardon, pour pas recruter cette personne parce qu'il a un niveau d'extraversion très très fort et que du coup, il va être en mal-être dans ce type de poste. En revanche, est-ce que d'autres paramètres du Big Five peuvent aussi compenser cette extraversion pour pouvoir faire en sorte que ce profil un petit peu atypique, ça se trouve, ça peut être le seul extraverti de tous les développeurs machin, mais qu'il y a d'autres facteurs qui puissent… Alors, moi, je dirais, ce qui est intéressant, c'est pas quelque chose qui va l'éliminer ou non. Par contre, c'est une information. On peut pas passer à côté de traiter ça avec le candidat avant de le recruter. C'est pas quelque chose d'éliminatoire, mais si la personne a vraiment conscience d'être comme ça et que la personne aménage et que moi je suis prêt aussi à accepter des comportements atypiques et que je suis prêt aussi à aménager son environnement de travail parce que ça match, parce que par exemple je suis sur des éléments de programmation qui sont pas décliner du code connu ou des boucles de code connues, mais créer quelque chose qui change un peu la donne et que par ailleurs il a une ouverture à l'expérience, on va le voir, une créativité très forte, je peux me dire ben ouais, ça vaut le coup parce que j'ai besoin de ce profil et c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, très tourné vers la génération d'idées nouvelles, etc. et qui en plus a le socle de compétences dont j'ai besoin et je vais accepter de voir les choses différemment et je suis rassuré par le fait que lui il me dise ouais, je sais que je suis comme ça, mais c'est pour ça que j'ai une activité par soir, etc. Et mon challenge, je fais de la méditation, j'arrive à rester concentré, je fais du deep work sur des grosses sessions de 45 minutes, après je bouge un peu, puis machin. Et d'un coup, ça peut tout à fait matcher, même si, on va dire, les stéréotypes, c'est vrai que là, en général, les stéréotypes du poste ne collent pas trop à ce profil-là. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un biais. En général, les gens veulent des types de profils bien définis, alors qu'au final, bien accompagné, un outil de manière générale, il faut toujours l'accompagner avec un humain, un conseil pour l'orienter. C'est-à-dire qu'une personne qui dit, bah voilà, moi je veux le profil de développeur type, et ben ça se trouve en fait dans ta typologie de société ou pour ton type de projet ou pour l'équipe qui est déjà en place chez toi, bah ça va pas convenir. Ouais. Alors, tout à fait. Et puis même, je dirais, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que si c'était pas quelque chose de très clair, et c'est vrai que moi, comme j'ai le nez dans les outils, souvent, je suis très centré autour du discours des outils, mais clairement, autant je trouve qu'on est soumis à trop de biais si on n'a pas une mesure objective, autant donner une place centrale à la mesure et à l'outil d'évaluation, c'est une erreur totale. C'est-à-dire que c'est une arme pour l'humain afin de penser contre soi et d'avoir des données qu'il ne pourrait pas collecter dans la rencontre comme ça avec le candidat, par exemple. Mais à lui seul, en fait, ce serait extrêmement pauvre. C'est juste que le recruteur ou le manager qui a ces données-là peut exceller dans ce qu'il fait. Mais ce truc-là ne peut jamais remplacer à lui seul l'humain, clairement. D'ailleurs, nous, on forme les gens à l'utilisation de l'outil, on forme les gens aux entretiens de restitution, etc. L'outil n'est pas à percevoir isolément de l'usage que va en faire le professionnel qualifié et formé pour son utilisation. Ok.
Ok. Il y a Leslie encore. J'avance un petit peu parce que… Ouais. Ah oui, Vas-y. vas-y, allez. Je prendrai peut-être à la fin, mais du coup, je finis juste sur là-dessus. Elle nous dit, je suis dans les créatifs, mais uniquement dans certains domaines. Je sais très bien m'adapter, mais je ne le fais pas au-delà d'une certaine limite. Je me connais. Et ma capacité d'adaptation a été prise comme un besoin de compétition dans un test, ce que je déteste. Alors ça, c'est justement ce qui est intéressant, c'est d'avoir des tests qui sont fiables, qui ne mélangent pas des dimensions avec les autres. Et écoutez, Leslie, je vais venir sur la présentation de la créativité et même le mettre en perspective sur certains profils. Donc, je vous propose de reprendre ça à la fin et je reviendrai sur cette question. Donc, on a vu le névrosisme, l'agréabilité. On va voir le caractère consciencieux qui est le dernier pôle stabilité, donc tendance à se fixer spontanément des objectifs élevés, à les poursuivre de manière ordonnée, organisée et persévérante. Productivité, donc on a des profils, on va dire, qui sont dirigés vers l'application de process convenus, donc on a une tendance un peu conservatrice, centrée sur l'efficacité, l'atteinte des buts, donc là on est vraiment sur les profils de managers, on va y revenir, mais des profils aussi un peu rigides sur l'aspect génération de nouvelles idées, etc. Donc le caractère consciencieux élevé, c'est ce qu'on va retrouver sur les financiers, les profils juridiques, etc., qui vont assurer le bon fonctionnement et la stabilité de l'institution. Donc, quand on a des caractères consciencieux plus faibles, eh bien, c'est là où on va avoir des gens qui ne vont pas forcément respecter leurs obligations, les règles établies, etc. Ce qui peut être une ressource dans certains, pour créer un nouveau business model, etc. C'est même essentiel. Mais en tout cas, pour faire tourner une entreprise, eh bien, l'administratif, les managers, etc., qui ont un caractère, un sens du devoir extrêmement fort, qui perçoivent le monde comme comment atteindre ce but sans dévier, sans faire des détours qui nous feraient perdre du temps et de l'efficacité, etc. C'est comme ça que les entreprises, majoritairement, sont managées, on va dire. C'est vraiment la raison d'être d'un manager. On va y revenir là, tout à l'heure. Je voulais parler un peu d'extraversion et du pôle de plasticité, ouverture à l'expérience extraversion, créativité, émotions positives, etc. Donc, l'extraversion, tendance à éprouver fréquemment et intensément des émotions positives, plus volonté de créer des relations, etc. Donc, quelqu'un qui va être très fort en extraversion, ses buts vont être modelés à partir de cette dimension-là. Et comme je disais, c'est au-delà d'un goût. C'est comme quand on a soif, quand on a faim, eh bien notre cerveau active des patterns de comportement pour satisfaire ces besoins-là. Donc, le but premier d'un profil à forte extraversion, c'est l'opportunité d'engager une relation avec un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, elle va aimer être avec les autres, elle ne va pas spécialement aimer les autres. Elle ne va pas vous aimer vous. Elle va aimer être avec vous. Comme quelqu'un qui est avec une extraversion très faible, eh bien, il aura tendance à aimer être seul, mais il peut par ailleurs aimer les gens et puis aimer avoir des relations avec les gens. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Pour bien comprendre l'extraversion, c'est est-ce que quand vous êtes au milieu de 30 personnes en soirée, est-ce que ça vous épuise ou vous énergise? Est-ce que vous avez besoin de récupérer quelques jours tout seul ensuite? Est-ce que vous êtes capable de rester seul longtemps? Et vous voyez un petit peu comment ce pôle s'agence du point de vue de la stimulation sociale. Ce qui est intéressant avec le modèle des Big Five, c'est qu'il a vraiment fait émerger, par exemple, qu'il faut arrêter de penser par opposition. Il faut rompre une habitude qu'on a et on a lié certains termes, je disais comme heureux, malheureux. Les émotions désagréables ne sont pas liées à la tendance à vivre des émotions positives. Sociable et timide, ça n'a rien à voir. On a tendance à dire extraversion, introversion. Introversion, extraversion, en mettant dans l'introversion une sorte de stéréotype de quelqu'un qui serait timide, etc. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est où on se situe. Il y a des gens qui sont très, très faibles en extraversion, qui aiment passer du temps seuls. C'est pas pour autant que ces gens-là, c'est juste qu'il leur manque une compétence qui serait positive ou autre. Non, c'est vraiment une manière d'être au monde. Donc, pareil, amical, hostile, c'est pas comme cela que les données, ce que nous remontent les données, c'est que ces choses-là qu'on a l'habitude de lier ne sont pas forcément à être liées. Donc, une personnalité est forte ou faible en extraversion et non extraverti versus introverti. Et une extraversion donc, très forte, c'est ce que je disais, aime être avec les autres, même s'ils ne les aiment pas spécialement, et éprouve des difficultés à être seul. Et la réciproque, pour l'extraversion très faible, aime être seul et éprouve des difficultés quand il est socialement sollicité. Donc, on évoquait cet aspect de matching, un poste qui offre peu de contacts sociaux et de stimulation extérieure permettra en effort quelqu'un avec une extraversion élevée. Donc, ce que je disais, ça ne le disqualifie pas pour le poste, mais c'est vraiment important, sinon on va à la catastrophe, de bien discuter ces enjeux-là. Donc, le travail du psychologue ou du RH,
c'est comprendre le candidat, ses traits de personnalité, comment ça se manifeste dans son expérience passée. Donc, il y a des méthodes comme ça de restitution, des méthodes d'incident critique, des choses comme ça, et mettre ces éléments en perspective avec le poste pour voir le degré de pertinence. Quand on regarde, donc je disais Big Two, plasticité, stabilité, ensuite il y a les 5 grandes dimensions. En fait, ensuite, statistiquement, on retrouve dans 6 facettes par dimension. Le format aujourd'hui ne nous permet pas de rentrer dans ce niveau de détail. Ça, c'est plutôt ce qu'on propose sur les expertises cliniques, mais par exemple, des gens qui vont avoir un score très élevé en extraversion vont avoir tendanciellement le nombre de ces problèmes-là par rapport à la population générale. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est fort en extraversion a ces problèmes, bien au contraire. Ça veut dire qu'on retrouve une beaucoup plus grande quantité de gens qui l'ont, une plus grande prévalence quand on compare à la population générale. Tendance à parler excès de manière théâtrale, révélation sur elle inadaptée, difficulté à rester seul, cherche à être le centre de l'attention, exprime ses émotions avec exagération, des tendances déplacées pour dominer, contrôler l'autre, en cas de stress, peut paraître immature, charmeur, etc. Et sur l'autre côté, quand on a des gens qui vont être très faibles en extraversion, ils ont des qualités incroyables dans certains contextes, mais voilà, c'est des gens qui peuvent aussi paraître socialement isolés, qui peuvent avoir tendance à l'évitement. Elle peut hésiter à attirer l'attention sur elle ou à endosser un rôle de leader, même lorsqu'elle est qualifiée pour ça. Pareil, on a quelqu'un qui fonctionne très bien à son poste, on veut le faire passer sur du management, etc. Et si les qualités intrinsèques à la position managériale vont un petit peu contre son pattern de personnalité, est-ce que c'est vraiment intéressant que ce soit ça l'évolution de carrière systématique pour quelqu'un? Ben non. Voilà, donc en gros, les deux pôles extrêmes sur l'extraversion, ça vous permet d'avoir des éléments concrets. Et quand on mélange extraversion et agréabilité, on a extraversion élevée, agréabilité faible, on a des profils de leaders, c'est-à-dire très bien dans un maillage relationnel et en même temps capacité à ne pas forcément privilégier l'harmonie de la relation, mais le but commun du groupe. Quand on a extraversion faible et agréabilité faible, on est sur des profils compétiteurs, considère les autres comme adversaires et en plus n'engage pas trop les relations avec elles. Et puis voilà, donc on a agréabilité élevée, extraversion élevée, accueillant, et puis modeste, discret. Ouverture à l'expérience, qui est notre dernier trait. Moi, j'avais envie aujourd'hui d'ouvrir un peu sur cette histoire de créativité. Donc, l'ouverture à l'expérience, c'est la propension à la créativité, clairement, la tendance à générer de la nouveauté, idées, actions, méthodes, valeurs, la tendance à la curiosité, à l'originalité, la tendance à chercher des perspectives nouvelles, à mettre en place une sorte de pensée divergente. Donc, c'est intéressant, mais dans certains postes, ça ne l'est pas. Ouais. Intuition, chercher des voies nouvelles pour faire quelque chose. En fait, si on regarde un peu en dessous de l'ouverture à l'expérience, il y a deux pôles. Il y a une pôle qui est liée à l'esthétique, à la dimension de la sensibilité à l'art, et il y a l'intellect, ce qui est effectivement la capacité à l'abstraction, la capacité à générer des pensées un peu différentes de la grande majorité, quand on a des profils très élevés. Donc, il y a ces deux dimensions, esthétique, artistique et intellect. Alors, par exemple, quand on mélange le caractère consciencieux, capacité à planifier des buts et l'ouverture à l'expérience, on se retrouve avec quelque chose qui nous donne le style d'apprentissage. Le profil avec une ouverture très élevée et un caractère consciencieux plutôt un peu modéré ou un peu faible, et là, c'est là où on va avoir les profils d'entrepreneurs, en fait. Parce que c'est des gens qui vont générer de la nouveauté et qui ne vont se motiver que pour lancer un projet, mais elles vont peut-être être moins performantes si on leur demande d'accomplir une tâche ou de rester concentré sur un truc qui ne les emballe pas. Donc, c'est vraiment dur des gens qui sont très créatifs à manager parce que c'est des gens qui vont sans cesse remettre en question les règles, qui vont sans cesse penser différemment, etc. Et quand vous êtes manager, vous avez besoin derrière de mettre en place quelque chose qui est consistant dans le temps. Donc, quand on a des gens très ouverts et avec un caractère consciencieux très élevé, ce sont des bons élèves. Enfin voilà, ce sont vraiment des petites étiquettes, il faut lire les définitions. Ouverture très très basse et caractère consciencieux très élevé, des gens très appliqués. Donc, c'est là où on a les profils d'avocats, notamment. Je voulais, pour finir, évoquer ça avec vous. Donc, les avocats, ça va vous parler peut-être. On retrouve ce genre de profil. Donc, faible ouverture, caractère consciencieux élevé, voire extrêmement élevé, agréabilité très faible et névrosisme plutôt faible. Parce que l'idée, c'est que c'est tout un domaine, pareil pour la finance, qui est basé sur des jurisprudences, des précédents. Et donc, quelqu'un qui est à l'aise avec ça, c'est quelqu'un qui aurait une ouverture très très forte, une créativité très très forte,
ça le rendrait dingue de fonctionner dans un monde qui correspond à décliner quelque chose du passé ou synthétiser quelque chose du passé uniquement. Il y a aussi une nécessité de l'emporter pour les avocats, de dominer la partie adverse. Et c'est on pourrait imaginer une extraversion un peu forte pour les avocats particulièrement, parce qu'il y a une sorte de mise en scène et il faut être un minimum en confort avec ça. Et donc un névrosisme très très faible, parce que c'est des professions à haute tension, et il faut que si la personne a des radars très aiguisés sur les situations de stress, etc., avec un névrosisme élevé, d'un coup ça va être difficile pour elle. Donc comment catégoriser les postes? Et c'est vraiment là où je vais avoir mon ouverture pour finir avec les 2-3 derniers slides. Tout d'abord, il y a un point, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais quelle habileté cognitive ça requiert, quel degré de complexité, quel niveau de répétition des tâches. C'est vraiment, en gros, l'intelligence fluide, les habiletés cognitives, le QI qui va jouer, parce que un poste qui nécessite d'apprendre une fois une tâche et de la répéter ensuite, quelqu'un qui va être un haut QI va apprendre plus vite que l'autre, mais finalement, si après le but c'est de répéter une tâche un peu de manière systématique, il n'y aura pas une grosse différence. En revanche, pour les tâches très complexes, il y a quand même le raisonnement, la capacité de raisonnement, l'intelligence fluide qui rentre. Ensuite, il y a tout un autre versant, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est j'ai pris cette dichotomie-là, entrepreneur versus manager. Et c'est là où on va retourner sur notre plasticité versus stabilité. On a des profils entrepreneurs qui ont une forte ouverture, donc ce sont les profils créatifs, avec un caractère consciencieux faible ou moyen, et qu'on peut mettre en opposition avec les managers administratifs financiers, qui ont un caractère consciencieux très élevé et une ouverture plutôt basse. Et en fait, pour le profil entrepreneur, on a besoin d'une très forte ouverture, parce que l'idée, c'est de mettre en place cette pensée divergente exploratoire, générer des nouvelles idées à partir justement d'un nouvel environnement, et on a besoin de cette créativité-là. Alors que pour un profil de manager, ce qui compte, c'est la productivité, l'efficacité dans l'exécution du connu. Et donc, c'est souvent une tension qui existe dans les entreprises entre des types entrepreneurs créatifs d'une part et les types administrateurs managers. Donc, entre des ingrédients qui favorisent la plasticité, le changement, l'adaptation, et ceux qui permettent la productivité, la stabilité, la conservation. Et quand on regarde un petit peu dans le temps, en fait, les profils managers, ils sont indispensables quand vous savez ce que vous devez faire. Vous avez mis en place un business model, vous devez l'exécuter avec efficacité, eh bien, vous avez besoin de ces profils-là, mais le problème, c'est que le monde autour va changer et que les managers vont en même temps rigidifier les ressources. Exactement. Et elles vont un peu enquister dans un process connu et efficace à un instant T l'entreprise et son fonctionnement. Et si vous n'avez pas de pensée divergente dans l'organisation, alors qu'un seul qualitatif opère dans l'environnement, personne ne va changer le modèle dans l'entreprise. C'est pour ça que les boîtes innovantes, en fait, les boîtes qui marchent, les boîtes innovantes qui fonctionnent, qui marchent, qui décollent, elles atteignent une taille critique à un moment donné, elles sont obligées de se structurer et de prendre des postes clés pour structurer leur entreprise. Et c'est là où elles perdent leur capacité d'innovation. Et leur plasticité, leur adaptabilité. Et quand effectivement une entreprise naît, eh bien en fait, c'est qu'elle est poussée par des profils créatifs, entrepreneurs, divergents, etc. Donc ces profils-là dominent. Prise de risque, casser les règles, etc., changer un petit peu le marché. Mais quand elle atteint une taille critique, une maturité, eh bien d'un coup, prise de contrôle des profils admin, managers, qui sclérosent un petit peu, donc qui permettent, parce qu'on est dans un environnement compétitif, donc si vous ne mettez pas en place ça quand vous avez une trentaine ou une cinquantaine d'employés, votre entreprise coule. En fait, c'est quelque chose, les gens ne le pensent pas, mais c'est absolument nécessaire d'avoir ces profils-là à partir d'un certain nombre d'employés et à partir d'une certaine maturité dans le business. Mais ce qui est une contradiction qui est tellement fondamentale qu'elle n'est corrigée dans le marché que par la main invisible, c'est-à-dire la mort des entreprises et l'émergence de nouvelles. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est tellement contradictoire que personne n'a réussi à dialectiser ça pour pérenniser sur le très long terme une entreprise. Et ce qui se passe, c'est que les entreprises meurent ou celles qui ont vraiment des positions dominantes, comme Facebook, qui n'était plus, quand elle s'est développée, en capacité d'inventer Instagram, mais elle l'a racheté à prix d'or. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais finir et reprendre cette vision très globale en basse résolution de plasticité versus stabilité, c'est toute une contradiction fondamentale et c'est ce qui met en place des cycles de vie des entreprises et peut-être que quelqu'un qui arriverait à dialectiser ça en gardant une efficacité tout en conservant une plasticité serait le modèle qui pourrait, on va dire,
permettre de pérenniser à très long terme une entreprise. Donc voilà, je suis resté sur des niveaux un peu élevés, on va dire, sans rentrer dans des détails liés aux tests, aux rapports eux-mêmes. Peut-être que je peux, si tu me le permets, juste montrer à quoi ça ressemble un rapport de perso. Oui, bien sûr. Donc, on a des rapports, par exemple, donc là c'est le NEO, c'est vraiment le test qui est le plus connu sur le modèle des Big Five dans le monde. Il y a des milliers de recherches qui sont. Il doit obligatoirement être posé par un psychologue, il me semble. C'est ça, c'est quand même un test qui est assez profond. Donc c'est des psychologues du travail dans le milieu RH, psychologues cliniciens quand c'est plutôt la sphère clinique ou des chercheurs. Après, donc nous on a ce test qui est réservé aux psychologues et on a créé un test spécialement taillé pour les RH qui s'appelle le BIP. Inventaire de personnalité en contexte professionnel. Et là, on a permis, sur 4 grandes dimensions avec plein d'échelles, de regarder ce qui était vraiment pertinent et de ne s'arrêter qu'aux enjeux liés au RH avec les comportements professionnels. On retrouve en fait en arrière-fond les Big Five, même si c'est pas présenté comme ça, les ressources psychologiques, les compétences sociales et les sources de motivation. Donc c'est à la fois une base Big Five et une base qui va chercher aussi les motivations du candidat. Et ce qu'on propose, c'est par pool comme ça, sur les sources de motivation, on retrouve des rapports interprétatifs qui vous proposent où se situe le candidat face à son échantillon de référence et quelles implications avec des narratifs comme ça cela a dans son fonctionnement. Et pour ce qui est du test qui est plutôt destiné aux psychologues, on a des rapports très métriques, des choses très psychométriques avec beaucoup de données, etc. Donc c'est un petit peu difficile si on n'est pas formé là-dessus. Et puis on a aussi fait des rapports de personnalité au travail, qui sont des rapports candidats et qui sont utilisés par les psychologues du travail. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par thématique, donc vous les avez là, résolution des problèmes, prise de décision, avec 3 pools de facettes qui vont être combinées pour répondre à des problématiques précises. Donc, efficacité dans la structuration de la pensée, ouverture d'esprit, originalité, confiance. Après, un autre grand pôle, planification, organisation, etc. Et vous allez le voir, en fait, à chaque fois, on va interpréter, on va piquer ce qui, dans les recherches, dans la psychologie du travail, ont été montrés comme pertinents pour, par exemple, l'orientation vers l'action. On a une facette qui est liée à la facette activité de l'extraversion, la recherche de réussite, la colère-hostilité du névrosisme et la compliance dans l'agréabilité. Et on va aller sur l'ouverture vers l'action. Et donc, comme ça, on design, on interprète sur mesure le. Oui. À passer, du coup, à peu près un NeoPi 3. Alors, le NeoPi 3, donc je montre juste le dernier type de rapport, comme ça vous voyez le rapport clinique, où là il y a des interprétations plus cliniques, et ces listes de problèmes potentiels qu'on a en fonction, quand quelqu'un a des scores extrêmes, pour donner les éléments de vulnérabilité là-dessus. Donc le NeoPi 3, c'est un test qui est assez exigeant. Comme pour le BIP, il y a 2 versions. Il y a une version où on dit auto-évaluer, c'est la version principale, la personne répond à des questions qui la concernent, et on a une version en hétéro-évaluation, où on demande à un collègue, ou dans le milieu clinique, un soignant, un frère, sœur, etc., pour renforcer la validité. 240 questions, la personne se positionne sur une échelle de Likert où elle marque son degré d'adhésion à une série de phrases, donc il n'y a rien à calculer, c'est pas un effort, mais par contre, pour avoir quelque chose de solide, il nous faut ces 25-30 minutes de passation et ces 240 items, on dit dans le jargon. D'accord, ok. Et le BIP, du coup ? Le BIP, on est avec 188 items et on a, je vais te montrer les dimensions parce que c'est intéressant. Du coup. Ouais, 20 minutes, ouais. Et on a toutes ces échelles plus une échelle de désirabilité sociale où on va avoir la propension quel candidat à se présenter sous un jour favorable aussi. C'est une échelle un peu masquée, mais on se retrouve avec des scores qui sont présentés de manière plus simple, des interprétations et des échelles qui sont pensées pour le milieu RH et des interprétations qui sont sur mesure pour les professionnels des ressources humaines, et ce qui permet aussi, nous, de commercialiser un outil pour les non-psychologues du travail, parce que le Néo est vraiment réservé pour cette catégorie-là. On a un témoignage de Frédéric qui dit top le BIP. Donc, ok, super. Je pense qu'on a des adeptes de ce test. J'ai loupé une question, enfin non, pas une question, mais plutôt une affirmation de Baptiste, qui dit que Danone a trouvé la solution et impose un changement de poste de manager au bout de 3-4 ans pour renouveler les équipes, j'imagine, et puis du coup pour retrouver en capacité d'innovation. Ouais, c'est intéressant. Ouais, super intéressant. Il y a ma boss qui dit « Ah tiens, tu parles de toi, le créatif et difficulté pour le manager. » Salut Servan. Salut Servan. Ok.
Voilà, et c'est vrai que c'est très difficile de mettre en place des critères avec des gens qui sont extrêmement ouverts à l'expérience parce que c'est des choses qui ne tiennent pas dans le temps puisque la nature même de ces personnalités, c'est de réinterroger en permanence le jeu dans lequel ils sont et de recréer des règles en fait. Ok, ok. Bah, du coup, moi, ça va me permettre d'enchaîner aussi. Alors, je vais partager aussi mon écran. Je crois que j'ai arrêté le partage. Ouais. Hop. Tu me dis si vous voyez bien? Ouais, moi pour l'instant, ouais, je vois bien. Ok, super. Alors, déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant, le Big Five. Moi, je vais passer rapidement sur le MBTI. Et ça s'appelle la théorie simplifiée. C'est pas pour rien parce que le Big Five, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est basé sur des datasets énormes sur plusieurs décennies et qui ont fait émerger des indicateurs pour pouvoir commencer à comprendre un peu ce qu'était la personnalité. Le MBTI, à l'inverse, c'est un outil d'évaluation psychologique qui, lui, suit une méthode, une théorie. Une théorie qui a été proposée par Isabelle Briggs-Meyer et Catherine Cox-Briggs, qui permet de définir et de simplifier le modèle, l'évaluation de la personnalité, en catégorisant les gens dans 16 types de personnalités différentes. Donc, toujours avec une échelle de Likert, là, vous répondez à des questions de d'accord à pas d'accord, et puis les réponses aux questions vont afficher une dichotomie. Donc ça, c'est le modèle simplifié. C'est-à-dire que au lieu d'à l'intérieur de l'extraversion, d'avoir encore une ramification, comme vous l'a dit Malik tout à l'heure, là, on va rester juste dans la dichotomie extraversion, intraversion. Donc, vous répondez à une question type, là, celle de tout à l'heure, là, où tu étais dans la soirée, est-ce que tu longes les murs ou est-ce que tu restes au centre? Est-ce que ça te nourrit d'avoir de l'énergie des gens autour? Oui, enfin plutôt d'accord, je suis du côté extraversion, et si je dis je suis plutôt pas d'accord, ça vous range dans la cage intraversion. Et chaque question, du coup, offre une dichotomie entre ces deux opposés quelque part. Et c'est là où tu disais tout à l'heure que il faut faire attention, c'est pas blanc ou noir, il y a toujours de la C'est ça. ramification à l'intérieur, etc. Et la limite en fait de ce modèle MBTI, c'est une simplification extrême du modèle et que on a cette vision blanc ou noir. Donc à partir de cette analyse, vous avez du coup, par exemple, 54% d'extraversion, 62% de sensations, de pensée, jugement, et puis ça va vous ressortir 4 lettres. Donc soit E pour l'extraversion, I pour introversion, S pour sensation, ainsi de suite, vous avez compris. Donc là, ça sort les lettres E, S, F, J. Et ce modèle, du coup, caractérise les 16 types de personnalités avec ce quadrigramme, je ne sais même pas si on dit ça, quadrigramme, euh, sur ces lettres. Et du coup, on leur donne des petits noms un peu sympas pour caractériser les personnalités. OK? Donc, nous, chez Team Builder, on s'est inspiré de cette théorie du MBTI, qui était simplificatrice, pour pouvoir commencer à apporter de la valeur directe aux entreprises. Donc, on fait passer un test de personnalité qui caractérise, du coup, avec nos propres mots à nous. Là, ici, Livia Gaillard est organisatrice efficace, et vous avez ses forces et son environnement favorable. L'environnement favorable, c'est ce qui va nous intéresser le plus niveau management pour nous, parce que placer quelqu'un dans un environnement favorable, c'est la base de tout, on va dire, de tout bien-être et d'engagement dans un poste. Typiquement, si vous placez quelqu'un dans un environnement très hiérarchisé alors qu'il est plutôt créatif, plutôt extraverti, etc. Et quand vous allez lui demander tous les vendredis à 17h de remplir une feuille de temps, il va craquer. Voilà. Donc il faut faire attention à l'environnement dans lequel la personnalité est, on va dire, à l'aise. Et du coup, ajuster son management en fonction de ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez recruter des personnes, ça peut être utile au recrutement, mais ça peut être également un outil pour vous permettre d'affiner votre management en temps réel sur le terrain. Hyper important, comme je le disais tout à l'heure, et puis comme l'a dit Malik, avant qu'on ait cet échange, on a échangé longuement sur la théorie du MBTI, le Big Five, etc. Et du coup, nous, chez Team Builder, on a une envie un peu secrète, c'est de vérifier si cette théorie est vraie ou pas.
la théorie du MBTI. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que on va aussi interroger avec la vision du collaborateur sur est-ce que tu es d'accord avec l'analyse, est-ce que tu n'es pas d'accord avec l'analyse. Et puis, du côté du manager, on va aussi interroger les managers sur la vision extérieure sur ce profil-là. Ce qui est quand même assez important parce qu'en général, la vision qu'on a de soi-même ou la vision qu'on veut avoir de soi-même par rapport aux autres est différente de la vie des autres sur nous-mêmes. Donc, c'est important d'aller collecter aussi ce genre d'informations. Et puis, toujours de la même manière, d'aller rassembler ces datas sur une loi normale et vérifier si on est sur cette gaussienne, alors à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de la population globale qui passerait le test sur cette application. Voilà. Donc là, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire de pouvoir renforcer la validité de la mesure en multipliant les points de vue. Et je trouve que ces hétéro-évaluations qu'on a mis en place là sur le Néo, sur le BIP, etc., et que tu mets en place là-dessus, c'est vraiment intéressant. Et puis, plus globalement, d'engager quelqu'un dans le fait de penser ses propres pensées et de penser le fonctionnement de l'autre, au-delà du jugement moral qu'il pourrait avoir sur le comportement, c'est vraiment aussi l'engager dans des stratégies d'adaptation. Et le mouvement que tu mets en place, finalement, au-delà même de l'outil, est une arme incroyable pour un manager ou en tout cas pour un groupe de travail. Bah déjà, exactement. En fait, ça l'oblige quelque part à se poser des questions sur les personnes qu'il a en face de lui. Et on y reviendra après, mais il y a pas une seule et bonne manière de manager. C'est adapte-toi aux personnes que tu as en face. Et donc, du coup, pour faire cette adaptation, bah, il faut quand même réfléchir. Déjà, planter un décor, lui donner un outil pour pouvoir commencer à réfléchir. Et puis, l'aider, l'accompagner sur la réflexion de la personne qui est en face et puis aller trouver des clés pour pouvoir trouver des atomes crochus pour pouvoir travailler tout simplement parce que le but d'une entreprise au final c'est d'aller viser de la performance. Pour aller viser de la performance, il faut un cadre de travail agréable avec un engagement, une motivation nécessaire au-delà des compétences techniques pures. Donc là j'ai fait une petite slide sur le comparatif entre Big Five et MBTI. Big Five émergeait d'observations complexes, donc modèle très complexe, très ramifié, très exact. Et ce qui est exact est toujours inutilisable. C'est tes mots. Hein. Et le MBTI est une théorie hyper simplifiée qui, au final, est utilisable pour commencer à faire des trucs, mais elle n'est pas juste en soi. Elle n'est pas juste en soi parce qu'elle est trop simple. Et ça c'est vraiment intéressant. Et si tu veux, même pour donner un champ où on ne s'attendrait pas à ce que ce soit vrai, cette phrase, par exemple, nous, quand on bosse avec des neuropsys, on a des tests de QI. Et en fait, que ce soit pour la personnalité ou pour le QI, la performance est toujours différente de la compétence. C'est-à-dire ce qu'on mesure à un instant T, sur ton QI, si tu es fatigué, si tu n'es pas fatigué, ou la journée que tu viens de passer, même, il y a des petites variabilités. Et en fait, sur notre application, par exemple, on propose aux gens d'avoir la mesure exacte qui est un intervalle. On lui dit, on est sûr, et encore on est sûr à 95 ou à 99% que son score se situe entre ça et ça. Et on peut aussi dire, son QI est tant. Mais en fait, c'est un raccourci qui est faux. C'est que même les mesures très précises, quand on va chez un neuropsy, on est obligé d'enlever de l'exactitude pour que ce soit quelque chose de partageable. Parce que quand on veut rester collé à l'exactitude, eh bien, en fait, on se parle entre une poignée d'experts. Exactement. Mais c'est là où est la force de vos analyses chez Ogref, c'est que vous allez. Alors déjà, vous avez un historique assez long. Hein. Il me semble que Ogref, ça a plus de 20 ans, non? En France, et sinon plus de 70 ans en général. Donc voilà, vous avez un stock de données impressionnant sur l'analyse de personnalité, et puis vous développez vos propres outils, me semble-t-il, pour pouvoir automatiser l'analyse aussi sur les personnalités et rendre des rapports hyper complets là-dessus. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se parle aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un intérêt à faire dans le futur un rapprochement potentiel entre Ogref et TeamBuildr, parce que nous, on a un pied dans le privé, et vous, me semble-t-il, vous êtes très très axé. Vous équipez des entités publiques comme le ministère et ce genre de choses, il me semble. Exactement. On a aussi des cabinets, etc., qui viennent, et on va dire qu'on est tourné vers des gens dont c'est l'expertise très forte aussi et qui nous choisissent pour ces raisons-là. D'accord.
Donc, je propose Il y avait deux petites questions aussi qui étaient Ah oui, vas-y, je t'écoute parce que moi, je vois pas en fait quand. Ouais, c'est pour ça que je dis. Je crois qu'on avait. Il y a Samy qui nous dit merci pour cette présentation intéressante. Ces tests ne ciblent pas finalement des grandes tendances psychologiques, plutôt que des individus uniques. Pourrait-on imaginer voir de nouvelles tendances psychologiques émergentes et imprévisibles dans les années à venir? Merci. Quelles seraient selon vous les meilleures conditions pour éviter le biais de réponse lors de questionnaires d'auto-évaluation? Aussi Thiago qui nous dit ça. Et bonjour, est-ce que vous allez partager les supports après? C'est vraiment très intéressant de la part de Simone. Merci Simone. Je sais pas, peut-être moi juste sur les grandes tendances, ou tu veux qu'on prenne peut-être ça après en Q&A, tu voulais d'abord développer Là, il y a eu trois questions. Alors, il y en a un, c'est éviter les biais, c'est ça? Un, c'est éviter les biais. Deux, c'est la question des supports ou peut-être plus du replay finalement. Et la dernière, c'est plutôt les grandes tendances. Moi, je me sens bien de développer là-dessus. Alors, je sais pas si tu préfères que je le fasse maintenant. Ouais, vas-y, tu peux commencer. Je reviens un petit peu en arrière du coup, et puis on développe ces questions qui sont intéressantes. Oui, effectivement. Est-ce que toi, tu disais tout à l'heure que le Big Five, on avait fait émerger en fait des tendances. Est-ce qu'on a des nouvelles tendances psychologiques qui vont émerger dans le futur? Ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait des révisions des outils régulièrement, tous les 10-15 ans, pour réétalonner. On reprend des populations spécifiques, des groupes cliniques et une population représentative de la population française, puisque la population évolue, la distribution reste toujours normale, mais en soi, les scoreboards, les réponses directes, etc., changent un petit peu. Donc, l'idée, c'est de proposer ces scores en rapport avec la population actualisée. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de regarder, Samy, c'est que quand on regarde les recherches des soubassements biologiques de la personnalité, on se rend compte que les structures impliquées pour 90% des enjeux sont des structures dont on a hérité. C'est un ordre de grandeur de millions d'années. C'est des choses qu'on partage avec des animaux qui ne sont même pas des mammifères pour part. Donc, voir émerger ces tendances-là, je ne sais pas. En revanche, ce qu'on peut imaginer, je vais rester sur mon exemple d'entrepreneur versus manager, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a énormément de tâches qui vont devenir automatisables par d'autres acteurs que des humains à courte, voire moyenne échéance. Exact. Et ce qui est certain, c'est que ça va induire ce qu'on appelle une pression à la sélection, si on parle un peu de psychologie évolutionniste, et qui va remettre en jeu beaucoup plus des profils de type pensée divergente, créatif, etc. Parce que ça, à court, moyenne échéance, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra remplacer par de la logarithmique. Donc, on peut imaginer que cette pression à la sélection fasse déporter les populations sur le continuum. En revanche, créer d'autres continuums, ça me paraît complètement à horizon de centaines d'années inenvisageable. C'est-à-dire qu'on partage même des Big Five pour partie. Le caractère consensueux, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment la partie qu'on a développée le plus, nous, notre espèce, mais on le partage avec des animaux. Avec les grands singes, et même il y a des études même sur d'autres mammifères, etc., qui montrent que voilà, c'est vraiment la capacité de survie et de reproduction qui nous font nous articuler et percevoir le monde, nous permettent de constituer des buts, de nous orienter vers ces buts, etc. Donc, ce n'est que mon avis, c'est que les choses vont se déporter à l'intérieur des grands traits, mais pour voir les grands traits émerger, il faut vraiment situer dans un autre ordre de grandeur qui est de l'ordre de centaines, voire de milliers d'années. C'est ça, c'est que l'ordre de grandeur déjà du Big Five est tellement gros. En fait, si vous avez des sphères, et à l'intérieur de chaque sphère, vous avez à l'intérieur toute la ramification de la personnalité. Et ce qu'on a vu émerger, c'est que quand tu as telle action, tel profil, tu te situes dans cette sphère. Et du coup, ça, c'est une analyse sur continu et un changement en fait radical de paradigme. Ça serait sur une période de temps qu'on peut pas s'imaginer encore nous aujourd'hui, quoi, surtout sur ce webinaire de vendredi à 11h. En revanche, alors peut-être il y a l'hypothèque de l'augmentation par des artefacts techniques. Je pensais le télétravail peut-être. Et moi, je voulais.
je pense qu'un truc qui pourrait être intéressant à potentiellement imaginer ou même observer après, c'est l'effet du télétravail sur les postes clés en entreprise ou les types de postes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a une interaction constante avec des gens, est-ce que cet épisode du télétravail que l'on vit maintenant déjà depuis 1 an, on ne sait pas quand est-ce que ça va encore continuer, il y a quand même un changement de paradigme à ce niveau-là. Est-ce que le télétravail impacte du coup positivement ou négativement? Il n'y a pas de positif ou négatif en fait, mais je pense qu'il pourrait y avoir peut-être un lien sur tel type de poste avant en physique et peut-être maintenant un poste, un profil différent en télétravail. Par exemple, un manager à distance ne va pas manager pareil qu'un manager en physique. Une personne plutôt créative, elle va plutôt utiliser des outils digitaux et ne plus être dans des réunions à faire du paperboard. Et donc, oui, ça va faire aussi peut-être une évolution aussi là-dessus, quoi. Ce qui est clair, c'est que, tu vois, sur le management, c'est intéressant parce que quand il y a eu le confinement brutal, et on se rend compte que les managers, finalement, à très court terme, ceux qui étaient plus directives aux prises avec les décisions, etc., ont permis de tenir à flot le plus efficacement sur le court terme. En revanche, quand on se situe sur une longue période et quelque chose qui se prolonge en termes d'us, comme ça, d'habitude de travail, eh bien, on se retrouve avec des managers qui avaient pris l'habitude d'impliquer les collaborateurs dans les décisions, de déléguer beaucoup, qui, sur le long terme, ont réussi à façonner des collaborateurs qui sont plus impliqués sans forcément qu'il y ait le bâton derrière eux, qui sont plus autonomes et qui sont en capacité de répondre à des prises de décision sans que ça les submerge, en fait. Et donc, on se rend compte qu'il y a des effets, effectivement, du changement de paradigme sur ce qui devient ou non un atout. Et ces effets-là même varient entre le court terme et le long terme. En tout cas, il y a plein de données qui remontent et c'est très excitant de voir la table tourner et de voir comment les stratégies d'ajustement se mettent en place et comment la donne change et peut-être laisse plus de place à d'autres profils de personnalité sur certains postes qui étaient un peu phagocytés par des très extravertis ou des choses comme ça jusqu'ici. Exactement. Comment on peut éviter les biais dans les analyses du coup? C'est en posant plein de fois la question différemment, en inversant la proposition? Alors, l'idée, c'est déjà par exemple, de matcher de l'auto et de l'hétéro-évaluation. On avait dit, nous, on a aussi, alors il y a plusieurs biais. Je vais juste essayer d'être très synthétique là-dessus. Mais d'une part, nous, on a mis en place des indicateurs de validité parce qu'il y a un biais face à l'échelle de réponse elle-même, où on demande l'adhésion, est-ce que vous êtes fortement d'accord, etc. Et il y a des gens qui, face à ce type de proposition, vont avoir ce qu'on appelle une tendance à l'acquiescement, qui vont avoir tendance naturellement à répondre oui, finalement, indépendamment de la question, ou sinon une réticence à l'accord, ou une tendance à la neutralité. Donc nous, pour ça, sur le Néo, par exemple, on a mis des indicateurs de validité où on regarde ça et on met des gros warnings en disant « Oula, attention, là, on est quand même sur ces indicateurs-là qui montrent qu'il y a une faiblesse quant à la validité de la mesure. » Donc ça, c'est à l'intérieur de ton test, tu as des questions. Ah oui, non, nous, on a des warnings qui sortent et on a sur le rapport, voilà, je ne vais pas prendre mais on pourrait le regarder, il y a des lignes qui d'abord te précisent la validité, on a des warnings qui sortent en haut des rapports. Mais je dirais que ça, c'est un aspect technique, c'est vraiment les modalités de réponse, le rapport aux modalités de réponse. Après, il y a ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire qu'on met la personne dans une situation artificielle avec des enjeux spécifiques autour. Est-ce qu'elle est authentique dans la réponse? Donc là, on a la confirmation avec l'hétéroévaluation si elle est disponible, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec les tests les Big Five, c'est vrai que je connais moins les autres modèles, mais sur les Big Five, les recherches montrent que les modèles sont assez éprouvés pour ne pas être sensibles à ce qu'on appelle l'hétéroduprie, c'est-à-dire la volonté qu'a l'autre de vouloir travestir la réalité, de masquer un peu des trucs, etc. Parce que c'est pas tant les réponses aux questions qui vont nous intéresser, mais les scores qu'on dessine à partir de ces réponses, où est-ce qu'elles se situent par rapport à une population de référence. Et cette standardisation des résultats permet de corriger ça. En revanche, on a quand même quelque chose de plus significatif avec ce qu'on appelle, nous, l'auto-duprie, c'est-à-dire qu'une personne qui vraiment se ment à elle-même, en gros, c'est pas le mensonge au sens de voilà, mais une personne qui a un fort biais sur son propre fonctionnement, là, il y a une sensibilité un peu plus forte du test de personnalité, une sensibilité au sens négatif du test. Donc c'est pour ça que l'hétéroévaluation et surtout, elle aimerait être en fait.
Exactement. Mais sans s'en rendre compte, parce que quand c'est une volonté de le travestir, c'est assez corrigé par la standardisation ou même par la formulation des items. Tu sais, des fois, on est dans des formulations un peu à négative, etc. Ouais, Effectivement, on regarde la consistance entre plusieurs items. On a aussi, voilà, sur le BIP, une échelle de désirabilité sociale, où là, en fait, on a construit une échelle exprès là-dessus. On sait que tel type de question va être très sensible à cette volonté de se présenter d'une autre manière. Donc, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de répondre à des questions qui mesurent leur désirabilité sociale, mais ça permet aussi de situer, face à l'échantillon de référence toujours, où est-ce que la personne se situe dans cette tendance à s'être présentée sous un jour favorable. Donc, je dirais qu'on a des outils, puisqu'on a quand même maintenant plusieurs décennies d'essais-erreurs sur ces outils-là. Ceci étant, il faut toujours rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en elle-même, la mesure perd beaucoup de son intérêt d'une part, et d'autre part a des faiblesses, c'est-à-dire qu'après mettre la personne en entretien, la renvoyer à ses expériences réelles, avoir des méthodologies et d'être entraîné à l'entretien de restitution, armé en plus de la mesure, ça permet justement d'aller voir les biais. C'est-à-dire que la mesure permet d'enlever beaucoup de biais qu'on aurait instinctivement, et la compétence dans la restitution et dans le domaine RH en général permet aussi d'aller voir là où on sait que l'outil va avoir des points de faiblesse. Exactement. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir aussi cette vision, mais simplifiée, sur un outil qui est utilisable par les managers pour pouvoir aller commencer à se poser déjà les bonnes questions et puis à voir avec leurs collaborateurs ce qui leur conviendrait en environnement favorable pour évoluer au monde professionnel. J'avance sur la presse et comme ça on fait l'ouverture à la fin. Parce que toutes les questions, c'est très très bonnes questions. N'hésitez. Alors pour la question des supports, peut-être précisez-nous dans le chat ce que vous attendriez comme support. On verra après si c'est possible ou pas de vous le fournir. Donc on voit que la théorie du MBTI, c'est une façon de simplifier l'entreprise avec des types de profils bien précis. Si on simplifie les relations entre les gens, qu'on interconnecte tous les gens ensemble, et que l'on mesure en fait leur score de compatibilité, leur score de complémentarité, ça c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans l'état de l'art et quelque chose qui est, on va dire, valide, type le Tinder prédictif. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais ça, on peut déjà commencer à travailler un petit peu là-dessus avec cette théorie. Et moi, le plus grand rêve que j'ai avec TeamBuildr aussi, c'est de valider ou d'invalider la théorie du MBTI et de la rapprocher au maximum, d'essayer de la caler avec la théorie des Big Five. Ça, c'est quelque chose, si on arrive à faire ça, on aura gagné quelque chose parce qu'on aura quelque chose qui est assez évolutif et avec des données terrain réelles, alimentées réellement par des collaborateurs dans le monde du travail, j'entends, qui pourra se rapprocher d'une théorie qui est scientifiquement valable. Et là, ensuite, on pourra potentiellement établir des prédictions de compatibilité, de matching en fonction de tout un tas de paramètres différents en entrée. Donc, on peut imaginer qu'en analysant la personnalité, en déterminant l'environnement favorable et défavorable, en ajoutant du coup à ce niveau-là les compétences des personnes, les compétences, on va dire, techniques, les interactions entre les gens, si on a la capacité de le mesurer. Typiquement, si vous utilisez du Teams en interne, si vous utilisez du Slack, si vous utilisez du TeamBuildr aussi, on peut mesurer les centres d'intérêt communs, les échanges réels qui sont dessus, quelle est la nature des échanges, le baromètre du bien-être, c'est-à-dire que aujourd'hui il faut aller demander aux gens comment ils vont parce qu'ils sont à distance. Les gens peuvent être mal aussi à distance et il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent influencer si la personne est performante ou pas performante dans son entreprise. C'est aussi des facteurs qui sont hyper importants à prendre en compte. Le stress, la fatigue, les RPS, typiquement, on en parlait aussi avec Malik avant l'échange. Ouais. Vous complétez ça, les RPS, pardon, risques psychosociaux. Vous complétez ça avec des évaluations RH pour voir si le profil est en performance, en difficulté, a besoin d'aide, a besoin de formation, ce genre de choses. Et puis, vous pouvez également ajouter
l'analyse de sa rémunération sur le marché. Alors là, je vous ai fait vraiment tous les stades de complexité que l'on aimerait atteindre avec TeamBuilder pour pouvoir avoir un modèle, une modélisation de l'entreprise qu'on appellerait un digital twin. Et un digital twin, c'est un jumeau numérique qui nous permettrait de voir d'améliorer, on va dire, le management avec le digital pour toutes les entreprises clientes chez nous. Et l'analyse de rémunération par rapport au marché peut nous donner des indicateurs aussi en disant tu le payes en dessous du marché. Et les gens sont pas bêtes, ils le savent qu'ils sont en dessous du marché, ils communiquent avec des copains et des trucs comme ça. Et donc du coup, ça, rien que de l'augmenter pour rattraper le prix du marché, ça peut être juste suffisant pour garder la personne en interne, réduire le turnover, baisser le burn-out et puis augmenter la performance du collaborateur. Rien que 2 000 € par an en plus sur la fiche de salaire, ça peut motiver un collaborateur parfois. Voilà, donc à côté de la complexité que l'on souhaiterait atteindre et qui est en fait un projet tellement excitant il faudrait 10 webinars pour en parler. Focalisons-nous sur les applications dans le monde du travail. Le modèle des Big Five. En gros, les analyses de personnalité. À quoi ça sert, Malik ? Je dirais que dans le monde du travail, il y a un aspect lié au recrutement qui est assez évident et qui permet de... Tu vois, nous, par exemple, on a développé un outil qui s'appelle le Job Profiler, comme ça, où on interroge avec la personne, le commanditaire, on va dire. C'est un outil qui est à disposition de nos clients. Nous, on ne fait pas ce genre Mais justement, on vulgarise les 5 dimensions et les facettes et on pondère un peu l'importance de chaque dimension. Et ce qui nous permet, par exemple, derrière, de construire un score en fonction du profil de personnalité qui va plus ou moins matcher avec ce portrait robot, on va dire. Donc, je dirais qu'en effet, le fait de réduire le risque d'erreur, c'est plutôt ça, je dirais, c'est-à-dire que c'est une manière un peu plus prudente de parler de prédiction, mais en tout cas d'encadrer le risque d'erreur, de ne pas faire une fausse note, de ne pas positionner structurellement quelqu'un qui, du point de vue de ses soft skills, sera en contradiction avec le poste. C'est vraiment l'atout numéro 1. Donc, c'est ce que tu mettais en premier point. Après, je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai bien aimé t'entendre sur cette analogie sur le fertilizer management. Comme ça, peut-être ça pourrait vraiment que tu développes un peu là-dessus. Le fertilizer management, c'est un copain à moi, Alan. Je ne sais pas si tu nous regardes, mais peut-être en replay, qui en fait a développé ce concept pour nous. Il est très très bon en marketing et puis il m'a dit en fait vous faites du fertilizer management. Qu'est-ce que c'est le fertilizer management? Il m'a dit mais en fait vous faites du management pour développer les plus belles plantes. C'est-à-dire que si on prend l'analogie suivante où on prend une graine et que une graine, pour donner une plante, elle a besoin d'un terreau, d'un environnement favorable. Donc l'environnement favorable, c'est le terreau et le climat propice. Si on est capable de savoir quel type de graine on a en entrée, on est capable de lui offrir en fait l'environnement adéquat pour pouvoir qu'elle pousse. Si vous pouvez pas faire planter, vous pouvez pas faire pousser une tulipe dans le désert. Un cactus pousse dans le désert. Vous pouvez me dire, un cactus, ça pousse partout. Bah oui, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas que des cactus à la surface de la planète. Il y a des arbres, il y a plein d'espèces différentes et variées et plein de types de graines différentes. Donc l'idée, c'est aussi de en faire en fonction de ce que vous avez, parce que typiquement, quand on arrive dans une entreprise, vous avez déjà votre staff, vous avez déjà recruté vos types de personnalités et quelles sont les interactions qu'elles ont entre elles et quel est l'environnement, on va dire, managériel que vous avez mis en place. Et peut-être qu'à ce niveau-là, au niveau managérial, il faudra peut-être segmenter, faire du micromanagement, réorganiser l'architecture, peut-être rescinder en équipe ou refondre une équipe plus globale. Ça dépend de votre organisation et des types de personnalités déjà que vous avez déjà en interne. Et nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur management là-dessus et faire du coup du fertilizer management. On vous aide à savoir quel type de graines vous avez et dans quel environnement il faut les mettre. Et peut-être qu'on pourrait aussi imaginer la réciproque, c'est-à-dire que prendre conscience des pentes naturelles d'une personne du point de vue de sa personnalité permet aussi à l'entreprise d'ajuster, de mettre des ressources, de dessiner presque des postes complémentaires
en fonction de ce qu'il est intéressant de lâcher parce que ça ne correspond pas à ses qualités naturelles. Ça permet aussi de donner des outils supplémentaires pour compenser des choses qui seraient moins évidentes dans la perception que le collaborateur a de son environnement. Et donc, on peut imaginer que c'est à la fois pour choisir la bonne graine, mais à la fois, effectivement, pour changer ou compléter l'environnement avec les bons ingrédients. Exact, ouais. Et du coup, à partir de là, en fait, le terreau, tu peux continuer l'analogie, enfin l'image où tu veux. C'est-à-dire que le terreau, ça peut être les outils, les process, les missions que tu as mis en place dans ta entreprise, les formations. Et le climat, ça peut être la vision de l'entreprise, l'ambiance de travail. Ça peut, enfin, tu peux agir sur tout un tas de facteurs pour, on va dire, augmenter le score d'équipe. Et c'est ce qu'on fait en fait sur Team Builder, c'est créer des équipes. Et du coup, on mesure déjà avec certains premiers indicateurs simplifiés, hein, un score de compatibilité d'équipe et de compatibilité entre les personnes. Et pour augmenter ce score, quels sont les potards à régler pour augmenter ce score en fonction de la situation X dans une entreprise. Sans transition, du coup, la mobilité interne assistée, ça, c'est quelque chose, si vous avez un collaborateur qui vous demande d'être mobile, ou dans quelle équipe je vais le mettre, tout simplement. Je connais sa personnalité, je connais la personnalité de réception, enfin des équipes qui sont déjà en place, où est-ce que je vais placer en priorité ce profil qui veut changer. Et ça, c'est des problématiques qui sont à l'échelle des grands groupes, qui sont très très complexes, ils prennent beaucoup de temps parce qu'ils ont aucune chose qui leur permette de faire ça en 3 clics, quoi. Ça peut faire des entretiens et c'est normal. Mais les grands groupes ne sont même pas très très outillés sur ce genre de choses. Et il y a plein de cabinets qui font de la mobilité, qui accompagnent les sociétés à faire de la mobilité interne, etc. Et ça passe aussi par des analyses de personnalité, typiquement. Donc, j'imagine que vous devez fournir aussi ces cabinets de conseil qui vous prennent vos tests pour faire ces analyses de personnalité très, très ciblées. Oui, c'est exactement ça. Et puis, en effet, l'idée, c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, l'exemple, c'est quelqu'un qui va être très fonctionnel à son poste. On va avoir tendance à le faire monter en tant que manager, alors que peut-être, c'est justement, on va le mettre en difficulté là-dessus. Et qu'il y a peut-être d'autres évolutions de carrière ou d'autres mobilités qui peuvent être intéressantes et pour la personne et pour l'entreprise. Donc, cartographier un peu les ressources pour soi, offrir quelque chose pour quelque chose qui peut même être évident pour la plupart, mais pour cette personne, ça va plus la mettre en difficulté, mettre des ressources particulières ou au contraire profiter de ses talents naturels, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment bien de cartographier un petit peu le groupe de travail comme ça. Ouais, merci. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et je pense qu'il y aura encore, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et le rôle de l'employeur, encore une fois, c'est d'accompagner la professionnalisation de ses collaborateurs. C'est pour ça qu'on a un entretien professionnel, on va dire, obligatoire tous les 2 ans, mais c'est d'accompagner les collaborateurs sur leur évolution professionnelle, que ça soit chez nous ou même à l'extérieur. C'est pour aider à développer. On est des hommes et des femmes. On est là aussi pour avoir un peu d'entraide. Et le Covid nous l'a bien rappelé, c'est qu'il faut qu'on se tienne les coudes. Dernier topic, l'incubation de projets innovants. Et c'est là où, en fait, toi, tu avais ton ouverture tout à l'heure et on peut se rejoindre ici. Une société qui croit, qui est innovante, qui arrive sur son marché, qui croit. Alors, toutes les sociétés qui marchent ne sont pas des sociétés innovantes, hein. Il y a des sociétés qui font un service, un produit qui marche déjà, qui marche très bien et qui en fait répondent à un besoin qui est existant et peuvent être très très structurées à la base et ça fonctionne quand même. Et même en étant structuré de zéro, de A à Z, ça continuera de grossir. Là, on parle de l'innovation, hein, c'est ça. Bien sûr, mais après, on peut imaginer que à terme, on va dire, il y a quand même des changements de paradigme qui affectent quand même beaucoup de trucs. Alors, soit les boîtes sont en capacité d'aller chercher l'innovation et de l'introjecter, on va dire, dans sa propre entreprise. Soit, je sais pas, tu vois récemment le monde tu vois les différentes capitalisations dans le monde de l'automobile, où tu vois que d'un coup, il y a tellement de grandes firmes automobiles historiques, il n'y en a aucune qui a réussi à avoir le lead sur l'électrique. C'est assez incroyable. Il y a quand même sur l'innovation une très grande difficulté structurelle à changer pour des boîtes dont le fonctionnement est
comment dire, d'accroître au maximum la productivité sur un business model existant. C'est très difficile. Bah, alors, typiquement, moi, si je peux parler d'un truc que je connais aussi un petit peu, parce que j'ai des copains et des copines qui sont dans des grands groupes, qui ont essayé ça, c'est les projets d'intrapreneuriat dans les grands groupes. Bah, ça marche pas. Ça marche pas pour plusieurs raisons. Tu sais, les labs internes dans les grands groupes, pour essayer d'aller chercher un peu d'innovation, ça fonctionne pas. Pourquoi? Bah, parce que, vous prenez des ingénieurs qui sont bien payés, ou déjà ils sont payés, vous les placez dans un endroit qui est tout frais payé, avec tout un tas de matériel super cool, et vous leur dites, allez, vas-y, t'es dans le jardin d'enfants, tu vas commencer un petit peu à travailler, tu vas t'amuser avec ce qu'on te donne, avec les ressources du groupe, et pour pouvoir créer un nouveau produit, un nouveau service, qui après sera biberonné par le groupe. Déjà, la capacité d'innovation, elle peut être énorme, mais elle ne peut pas être adaptée forcément au marché. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne idée, mais qui fait quelque chose qui va lui rapporter de l'argent pour pouvoir vivre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va répondre à un besoin que les gens ont directement. Les gens qui sont dans des labs d'entrepreneuriat, parfois, ils ont des projets super innovants, très très cool et très très ambitieux, mais qui n'ont pas encore leur marché, ou alors ils répondent à une cible vraiment très très petite. Et déjà, si vous cumulez ces deux trucs-là, en disant, bah, je fais quelque chose qui a pas de marché, et puis en plus de ça, j'ai pas la pression du chômage ou de me retrouver à la rue et d'aller chercher à générer du chiffre d'affaires, donc je vais pas répondre aux vrais besoins. Donc je vais créer quelque chose qui est vraiment hyper futuriste et machin, et qui n'a pas d'application réelle. En revanche, des mecs qui vont créer des boîtes à l'extérieur et qui vont créer quelque chose dont tout le monde ont besoin, bah, eux, ils vont croître très très vite parce qu'ils ont de l'attraction. Et typiquement, la structure des grands groupes, leur seule voie d'innovation, c'est d'aller racheter ce type de société, la trésorerie et la croissance externe. En fait, c'est parce que ce qui est intéressant aussi de regarder, si on prend un angle un peu statistique, c'est qu'il y a une différence entre la propension à la créativité, à la pensée divergente, qu'on peut retrouver la distribuer normalement, ce qui fait qu'il y a quand même les 10% les plus élevés sur ce trait, sont vraiment une grande masse de personnes qui sont capables de penser différemment, des réalisations qui sont créatives et qui obéissent non seulement à la pensée divergente, mais le fait que ce soit adapté à un instant T. Et là-dessus, on obéit à d'autres lois qui est, statistiquement, ça s'appelle une loi de Pareto, en fait, qui fait que c'est une infime minorité qui prend tout. C'est winner take all, en fait. Et si tu veux être dans injecter des profils, la folie de la créativité et de l'entrepreneuriat, comme dans l'aspect artistique, c'est que l'écrasante majorité des gens échouent. C'est pour ça que les profils de managers ne vont pas là sur ces stratégies-là. C'est parce que c'est pas statistiquement une partie qui échoue, la moyenne qui réussit globalement et certains qui réussissent énormément. Non, c'est quelques élus réussissent et 99% des gens se crachent sur tout ce qui est nouveau et créatif en réalité. C'est-à-dire que 1% des artistes, je crois, mangent 50% du streaming. Tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est une stratégie absolument dingue du point de vue de quelqu'un qui a un business que d'injecter un truc qui va se cracher à 99,99%. Donc, c'est pour ça que ça émerge comme ça de la tourbe de gens qui ont non seulement la pensée divergente, mais qui matchent avec des besoins nouveaux, qui vont comme ça d'un coup tout prendre et capitaliser des millions, voire des milliards en très peu de temps sur des boîtes, etc., qui prennent le marché au bon moment. Exact. Et du coup, c'est des thématiques qui sont très très intéressantes. On va peut-être aussi accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est midi et demi. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. C'est 1h30 de webinaire. Ouais. C'est passé à la vitesse de la lumière pour moi. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci beaucoup Malik, franchement, pour tous tes insights, pour nous avoir fait découvrir le modèle et simplifier surtout le modèle des Big Five, c'était pas un exercice très très facile, vraiment. Merci à toi Aurélien, en tout cas, c'était super cool comme invitation. J'espère qu'on
sur les thématiques qu'on a commencé à aborder, les RPS, le leadership, le management. On aura l'occasion peut-être de reprendre ça un autre jour. On fait un webinar sur les risques psychosociaux avec Emma Dorn. Je vais écouter ça. Ouais. Du coup, je pense que tu pourras peut-être apporter aussi ta pierre à l'édifice. Qui sait? On ne sait jamais. Allez, peut-être que j'écrirai un petit commentaire. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et je vois que merci Wafa qui nous remercie tous les deux. Et je vois que Simone précisait qu'elle attendait en termes de ressources PDF ou replay. Je pense que tu mettras un replay, c'est ça? Oui. Alors, le replay sera disponible directement après la session. Là, vous pouvez le consulter directement en recliquant sur le même lien. Le replay sera également disponible sur la chaîne YouTube de Ogref et de TeamBuilder. Et puis, on mettra ça aussi, un lien sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez également aussi nous le demander directement. Moi, c'est aurel@teambuilder.fr. Et puis, dans la première slide, en fait, on a nos 2 adresses mail. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur un sujet, si vous voulez mettre en relation aussi des gens que ça pourrait intéresser, ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous contacter par mail, à nous envoyer des messages. On répond à tout. Voilà. Exactement. Bon, n'hésitez pas à revenir après coup. D'ailleurs, Thiago dit, on n'a pas parlé de l'aversion risque. Mais ça, ce serait super intéressant de voir ça par le prisme de la personnalité. Mais écoute, j'espère qu'on fera aussi un webinaire perso, deuxième acte, dans les prochains mois ensemble. Tu sais quoi, le principe, c'est de faire un webinaire par semaine, tous les vendredis à 11h. Donc, du coup, la version risque, on peut en traiter. C'est-à-dire, également, je le rappelle, je vais le marteler, mais c'est qu'on veut faire quelque chose d'interactif. C'est-à-dire que proposer des thèmes. Et du coup, si les thèmes arrivent avec le plus de récurrence, on va prendre le thème qui arrive avec le plus de récurrence. Et on le met sur LinkedIn comme un sondage. On va balancer dans les sondages. Et les gens votent, du coup, pour le prochain thème du prochain webinar. Et du coup, nous, on s'occupe d'aller chercher les experts pour en parler. Donc, n'hésitez pas à proposer des thèmes, poser des questions. C'est exactement ce qu'on veut faire, c'est de l'interactivité. Ok, bon, en tout cas, un grand merci encore Aurélien. Merci à tous ceux qui ont suivi, posé des questions. J'en profite, n'hésitez pas à suivre les comptes des éditions Ogref sur les réseaux sociaux. On essaie aussi de mettre beaucoup de contenu. On va faire aussi pas mal de webinaires. Les vidéos, et il fait des super vidéos vulgarisatrices de notions de psychologie qui sont super cool, et avec plein de petites interactions, des vidéos, des images un peu marrantes et tout. Donc c'est vraiment très très cool. En plus, ta chaîne, ça fait pas longtemps qu'elle est active et tu as déjà 5000 abonnés, bravo. C'est cool. Ouais, merci bien. Et je vais avoir l'occasion, moi, de pousser encore plus sur ces canaux-là dans les prochains mois. Donc ça va être intéressant comme aventure aussi sur les comptes éditions de la France. C'est cool. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent vendredi et un très très bon week-end. Au revoir tout le monde. Merci. Bon week-end à tous. Ciao.